Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Imaginez une source d'énergie infinie, relativement propre, relativement bon marché et tombée du ciel. Chaque jour, notre soleil déverse sur la Terre une quantité considérable d'énergie. Nous n'avons pas attendu les chocs pétroliers pour nous intéresser à l'énergie solaire et l'actuelle crise environnementale précipite cet impératif d'énergie alternative. Il a fallu du temps pour comprendre le potentiel énergétique de la lumière et pour l'apprivoiser. Comment avons-nous domestiqué le soleil pour exploiter ce qu'on appelle également la houille d'or ? Énergie, 1, 2, 3 soleil, c'est notre découverte du jour, une découverte rayonnante. Bienvenue dans Eureka. Et pour vous raconter l'histoire du développement de l'énergie solaire à travers le temps, nous avons la joie de recevoir en direct des studios de France Culture Daniel Linco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et professeur titulaire à la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt 2021-2022 au Collège de France. Et Paul Bouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et historien, maître de conférences associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Est et spécialisé dans l'énergie solaire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, tendons l'oreille à cette archive de 1964 qui présente cette nouvelle technologie qui nous vient du soleil, cette énorme chaudière dans l'espace. Cette barre de fer fond au soleil, comme de la neige ou presque. Grâce à l'ingéniosité de quelques équipes dispersées dans le monde, on sait aujourd'hui utiliser l'énergie que le soleil déverse tous les jours sur la Terre, non seulement pour faire fondre du fer, mais aussi pour fabriquer des rubis artificiels, produire par synthèse les nouveaux réfractaires que réclame l'industrie, et même construire des réfrigérateurs qui marchent tout seuls. Comment cela ? C'est ce que nous allons vous raconter ce soir. Au départ, il y a ce que chacun peut constater. L'été, sur les plages, le soleil chauffe le sable jusqu'à 50 degrés parfois. Pendant les éclipses de soleil, on peut observer à l'œil nu la couronne surchauffée, d'où s'échappent sans cesse des gerbes de matière enflammée. Mais les astronomes, pendant toute l'année, étudient la surface du soleil qui leur apparaît sous la forme d'un magma gazeux, sans cesse animé de mouvement. Le soleil est comme une énorme chaudière qui bout dans l'espace à 150 millions de kilomètres de la Terre. Mieux qu'une chaudière, il faudrait comparer le soleil à une gigantesque et permanente bombe à hydrogène, large de 1400 000 kilomètres. C'est l'énergie solaire qui commande chez les végétaux la synthèse chlorophyllienne, chargée de fabriquer les substances nutritives dont se nourrissent les animaux et les hommes. Cette énergie solaire, on commence à l'utiliser de façon diverse. Pour fabriquer directement de l'électricité, par exemple, dans ces piles, dans ces batteries solaires. Lorsqu'un rayon de soleil frappe sur un tel appareil un cristal de silicium, il y provoque la naissance d'un courant électrique. C'est un peu la revanche du cadran solaire. Mais les montres à piles solaires ont été suivies de bien d'autres applications, des récepteurs radio par exemple. Quand on parle d'énergie solaire, on pense immédiatement aux panneaux photovoltaïques, mais il y a différents types d'énergie solaire, Paul Bouet. Oui, exactement. On pense moins souvent au solaire thermique, qui a pourtant une histoire très ancienne et qui est en fait la première utilisation, le premier mode de conversion qui a été utilisé par les humains. On en a des traces dès l'Antiquité, en fait. On peut penser au plan de certaines villes antiques, tracées en fonction de la course du soleil, selon des grilles nord-sud, pour orienter les bâtiments et des îlots. Je pense à Olympe ou à Priene dans la Grèce antique. C'est le cas aussi à travers des épisodes quelque peu mythiques, comme celui où Archimède aurait, je parle au conditionnel, repoussé la flotte romaine assiégeant la ville de Syracuse en Sicile, en braquant sur les navires des miroirs métalliques qui auraient fait, par la concentration du rayonnement, s'enflammer les voiles et auraient détruit les navires. Une anecdote qui n'est pas tellement attestée, qui est rapportée par un témoin, disons, indirect, quelques siècles après cet événement. Et je pense, troisièmement, aux écrits de l'architecte
l'architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, Vitruve, qui a laissé le premier traité d'architecture qui nous est parvenu, qui édicte toute une série de règles à observer pour la conception des villes et des bâtiments, et qui déjà, lui aussi, s'intéresse à l'orientation solaire des habitations et des établissements de bains pour leur procurer de la chaleur directement. Alors pour bien comprendre toute cette histoire, il faut bien distinguer le solaire thermique et le solaire photovoltaïque dont on parlera plus tard. Daniel Linco, comme on le suggère, l'idée d'utiliser le soleil comme énergie, ça remonte à très loin. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est une des premières applications, c'est même Philon de Byzance en -300 qui fait des héliopiles, c'est-à-dire c'est des systèmes permettant où le chauffage par la chaleur va permettre de déplacer un liquide, de faire une sorte de micro-fontaine. Donc c'est un peu le soleil, la chaleur et le début de la machine, un peu de la machine à vapeur et de ce qu'on va découvrir ensuite. Et en fait, la question des miroirs de Syracuse est extrêmement intéressante parce que effectivement, ça a été considéré comme une fable, etc. Descartes lui-même était quelqu'un qui en 1600 et quelques, à la Renaissance, ne considérait que c'était de la fabulation. Or, il se trouve que quand on regarde, on voit qu'à travers le temps, il y a eu cette mention que vous avez citée, mais en fait, il y a eu une démonstration de la réalité potentiel, de ces miroirs d'Archimède qui ont finalement fait converger toutes les études. Est-ce qu'il était possible de brûler, de faire quelque chose en concentrant la lumière du soleil? Et en fait, on a le premier à en reparler, c'est Athénius de Tralès, qui est le constructeur de la cathédrale de Sainte-Sophie. Ça, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Au IVe siècle après Jésus-Christ, excusez-moi, il travaille beaucoup sur les mathématiques, sur les coniques. C'est le début des mathématiques, et effectivement, il considère les miroirs ardents comme étant un potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette histoire des miroirs ardents va aller jusqu'au four solaire d'Odeio, qui est dans les années 70-80, qui est la démonstration de ce potentiel de chaleur solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Léonard de Vinci lui-même, en 1561, parlait d'utiliser la chaleur solaire pour faire en fait une très grande cuvette de 6 km avec un miroir parabolique 6 km de diamètre pour l'utiliser au niveau industriel. Et après on voit les miroirs ardents qui vont venir, et en fait on a quelque chose qui est surprenant, c'est que René Descartes ne croyait pas du tout aux miroirs ardents, et pourtant, dès la Renaissance, il y a eu, à travers des chercheurs comme Magnini en Italie en 1619, Anastasius Kircher, qui ont travaillé sur ces choses-là, un ingénieur lyonnais, François Villette, qui a développé des miroirs ardents, et toute cette montée en quelque part en puissance de la démonstration a abouti à quelque chose d'extraordinaire qui est bien connu aussi, c'est les expériences de Buffon en 1747, et puis l'expérience aussi de Lavoisier, qui alors là c'est assez extraordinaire, fait une démonstration du potentiel de l'énergie solaire en présence du roi, et montre qu'il est possible de fondre à grande distance de toutes sortes de matériaux réfractaires. Donc là on a vraiment la démonstration de la puissance du feu de l'énergie solaire. C'est ça, là on est allé assez vite dans le temps, mais il faut quand même attendre donc l'époque moderne, le siècle des Lumières, pour que l'utilisation de l'énergie solaire se développe. C'est ça, avec ces fameux miroirs ardents, Paul Boué. Oui, exactement. L'expérience de Lavoisier qui était énoncée à l'instant est très importante dans cette histoire-là. Elle est constamment rappelée par les promoteurs du solaire au cours des siècles ultérieurs. Et elle consiste, pour la décrire très rapidement, en une double lentille de verre remplie de liquide qui concentre successivement les rayons du soleil en un point, en disant d'une surface extrêmement réduite. Le point est théorique, évidemment. Et à ce foyer, sur ce point,
la température monte dans des températures extrêmement hautes, à plusieurs milliers de degrés, ce qui permet à Lavoisier de faire fondre ces métaux très réfractaires du type du platine, et ce qui provoque un certain étonnement de la foule, quoi, devant cette magie d'une fusion quasiment sans foyer, par l'énergie quasiment impalpable de la lumière. C'est des expériences de cours, beaucoup à l'époque avaient une vocation tant scientifique que divertissante. Donc Buffon, Lavoisier, on a aussi Horace Bénédicte de Saussure. Enfin, tous ces travaux, ce sont la base de la preuve de l'énergie solaire. Oui, tout à fait. C'était pas quelque chose d'évident au départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'énergie solaire existe, bien qu'il faille en discuter. On en discutera peut-être sur cette perception du contenu énergétique de la lumière qui n'est pas toujours évidente. Néanmoins, en fait, le fait que la lumière porte de l'énergie était pas quelque chose d'évident. Il y a des époques où on pensait que la chaleur, c'était du phlogistique, c'était un liquide, que c'était contenu dans les corps, et pour beaucoup, la lumière révélait de la chaleur qui était contenue dans les objets qu'elle éclairait, qu'elle ne portait pas la lumière elle-même, mais que c'était les objets qui, eux, chauffaient parce qu'il y avait une libération. Et vous avez parlé d'Horace Bénédicte de Saussure. En fait, un de ses combats, c'était de montrer que la lumière portait en elle-même de la chaleur, et c'est pour ça qu'il est même monté dans les Alpes avec des cuves, les ancêtres du solaire thermique aujourd'hui, des capteurs thermiques, montrant que la température augmentait quand on mettait des vitres de verre à l'intérieur. Et donc on a toute cette histoire du solaire thermique qui se poursuit, qui s'est poursuivi tout au long de ces périodes. Au début du 19e siècle, le pouvoir énergétique de la lumière sur le rayonnement reste encore mal connu. Paul Boué. Oui, en fait, l'histoire de l'énergie solaire est constamment faite d'oubli et de résurgence. On est comme ça, on oscille sans arrêt entre les deux, on redécouvre les potentialités de l'énergie solaire. Les expériences de Lavoisier ne connaissent pas tellement de suite et d'applications concrètes, malgré le grand succès qu'elle rencontre. Mais cette histoire, cet intérêt pour le solaire réémerge effectivement au 19e siècle, plus précisément dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec un personnage extrêmement important, Augustin Mouchot. Augustin Mouchot, c'est un professeur de mathématiques au lycée de Tours. C'est une sorte d'inventeur qui a beaucoup d'idées comme ça. Et il est assez inquiet de l'épuisement des mines de charbon. Le charbon qui monte évidemment en puissance au moment de ce qu'on appelle encore la révolution industrielle. Donc il se met à avoir l'idée d'utiliser le potentiel de l'énergie solaire pour produire de la chaleur, voire de la force mécanique. Il invente toutes sortes de dispositifs d'abord, notamment des cuiseurs solaires qui visent à concentrer le rayonnement, de nouveau un peu comme chez Lavoisier, pour cuire des aliments ou faire bouillir de l'eau. Et il finit par mettre au point une machine à vapeur solaire. Elle est constituée d'un miroir réflecteur parabolique, avec au centre une chaudière cylindrique en verre dans laquelle passe de l'eau. L'eau est transformée en vapeur et actionne éventuellement une turbine qui peut produire de la force mécanique. Ah mais Augustin Mouchot, cet ingénieur français du 19e siècle, justement, cette machine à vapeur solaire, il pense même pouvoir envisager le Sahara pour industrialiser cette région et profiter justement de l'ensoleillement du désert. Daniel Linco. Oui, c'est extraordinaire. Si vos auditeurs ont l'occasion de lire le livre qui a été réédité, La chaleur solaire et ses applications industrielles, qui a été publié en 1769, je crois. 1869, excusez-moi. Il est extraordinaire. C'est un biographe de tout le domaine de l'énergie solaire. Et donc, en fait, Augustin Mouchot a été à la base de tous ces développements qui se sont poursuivis d'ailleurs avec d'une véritable industrie solaire. À l'époque, avant que le pétrole n'émerge, il y a eu cette période avec le charbon où il y a eu l'idée que le solaire était disponible partout, et en particulier il y a eu une industrie européenne, américaine en particulier, qui s'est développée avec ce qu'on appelle les capteurs paraboliques, ceux qui servent à faire chauffer de l'eau. Et l'idée à la base, c'était de fabriquer aussi de la chimie, etc., de aller dans les contrées désertiques, et il y avait notamment toute une industrie qui s'est développée. Vous savez, les capteurs thermiques qu'on voit sur les maisons qui font l'eau chaude, ça fonctionne extrêmement bien, et c'était déjà développé au début du XXe siècle.
Alors ces capteurs justement et cet Augustin Mouchot, il y a une anecdote assez truculente je trouve, c'est qu'après une visite à l'exposition universelle de Paris en 1878, Zola découvre ces capteurs solaires de Mouchot. Il s'en inspire par la suite pour écrire son roman Travail et dans ce roman, le solaire apparaît comme la seule énergie future susceptible d'émanciper l'humanité. Paul Bouvet. Effectivement, c'est aussi une idée qui est une constante de cette histoire-là, que l'énergie illimitée, c'est celle du soleil. Pour plusieurs raisons, parce l'énergie solaire est considérée comme étant à la base de toutes les autres énergies, à la fois des énergies climatiques, par le cycle de l'eau, en évaporant l'eau et en produisant les chutes d'eau, des vents également, par les phénomènes de différence de pression et de température, et des énergies fossiles aussi, quelque part, aussi par l'accumulation des organismes vivants sur des temps géologiques qui produisent in fine pétrole et charbon. Donc effectivement, Mouchot est un de ces promoteurs très visibles de l'énergie solaire, et je pense que c'est intéressant d'insister sur une autre constante qui est cet horizon de développer les applications solaires dans les déserts et dans le Sahara en particulier, dans une perspective française. Mouchot obtient des crédits du Second Empire puis de la Troisième République pour envoyer ces dispositifs dans le désert. Des militaires s'en équipent, utilisent ces cuiseurs et ces bouilleurs solaires pour s'alimenter eux-mêmes dans leurs expéditions, avec cette idée que la conquête de ce désert ne doit pas seulement être militaire et politique quelque part, mais aussi industrielle et scientifique. C'est une idée qu'on retrouve beaucoup tout au long du XXe siècle également. Daniel Lincourt, donc c'est bien Augustin Mouchot qui ouvre la voie à l'utilisation industrielle de la chaleur solaire. Alors oui, d'ailleurs le titre de son livre, c'est La chaleur solaire et ses applications industrielles. C'est-à-dire que c'est vraiment la vision d'utilisation en tant que source d'énergie. Et effectivement, je partage tout à fait le fait que pour beaucoup, très tôt, l'énergie solaire était l'énergie du futur. C'est resté, et c'est presque l'énergie du futur depuis la nuit des temps, quelque part. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cette permanence et ce qui se passe aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour venir sur les questions de la politique vis-à-vis du désert, enfin, tous ces développements, il y a eu tout un travail qui a été fait dans les années 45, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, avec un renouveau, avec en particulier des développements en Algérie, en Tunisie, et où il y a eu des centres de recherche sur le photovoltaïque, et notamment, c'est très bien raconté par quelqu'un qui s'appelle Marcel Perrault, qui a écrit en 64 un livre qui ressemble un peu à celui d'Augustin Mouchot, qui s'appelle La houille d'or. La fameuse. C'est formidable et on voit cet engouement et effectivement ce développement dans les déserts était parti quelque part avec les travaux qui ont été faits en Égypte, etc. Mais tout ça a été un peu balayé par le pétrole surtout, l'ère du pétrole, et puis aussi tout ce qui est la décolonisation, etc., où la France ne pouvait pas s'appuyer sur, entre guillemets, sur les déserts. Mais alors précisément, pourquoi Mouchot, ce génial inventeur qui va finir par mourir dans la misère, le pétrole avec le moteur à combustion interne va conquérir le monde, pourquoi l'énergie solaire à ce moment-là n'a pas pris plus de place dans l'avenir industriel, Paul Bouvet ? Alors le déclin du solaire est très souvent lié à la montée des autres énergies. Et en l'occurrence, les expérimentations de Mouchot, elles connaissent une fin parce qu'un rapport des autorités politiques conclut qu'elles ne sont pas rentables en fait. Notamment parce que de plus en plus de charbon provient du Royaume-Uni et alimente la France. Donc elles déclinent et elles sont oubliées malgré leur succès populaire et jusqu'à leur présence dans le roman de Zola. Et on retrouve cette raison-là dans les autres pour marquer la fin des autres réémergences du solaire. On pourra en parler aussi dans les années 80 sans doute. Daniel Lincourt, sur ce non-succès de l'énergie solaire au moment de Mouchot. En fait, il y a eu un succès. Il y a eu succès, mais il y a eu aussi le charbon, le pétrole. Et quand vous avez quelque chose qui coûte très peu, vous n'allez pas attendre qu'il y ait du soleil pour faire vos travaux. Donc en fait, on se retrouve avec une constante aussi qui est l'utilisation. À partir du moment où il y a une autre source d'utilisation potentielle qui est moins chère, plus facile, transportable, c'est d'ailleurs la discussion qui a prévalu longtemps entre le charbon et le pétrole. On considérait que c'était plus facile de transporter avec
avec dans des tuyaux d'un liquide que de transporter du charbon. Donc en fait, il y a tout cet aspect qui fait que objectivement, au début du 19e siècle, le solaire thermique, thermodynamique dont on a parlé, n'était plus compétitif, comme vous disiez fort justement. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement. 16h20 sur France Culture, nous parlons de la découverte de l'énergie solaire avec nos invités Daniel Linco et Paul Bouet. Nous avançons dans le temps, nous arrivons au 19e siècle. Au 19e siècle, le MIT lance un programme de recherche qui aboutit à une série de maisons expérimentales solaires. Paul Bouet. Oui, alors au XXe siècle, pardon. Le programme est lancé. Effectivement, il y a une réémergence de ces questions plutôt dans les années 30, au moment de la crise économique. C'est d'abord un architecte américain, George Fred Keck, qui se met à concevoir des maisons extrêmement vitrées qu'il présente dans les expositions universelles, celle de Chicago en 1933 en particulier, Century of Progress, qui utilise les premiers développements du double vitrage également pour à la fois faire entrer le maximum de rayonnement solaire à l'intérieur des bâtiments, le convertir sous forme de chaleur, notamment dans les masses thermiques sombres qui constituent les planchers, les murs, les cheminées, etc., générer donc de la chaleur, et l'emprisonner quelque part dans l'enveloppe du bâtiment. Ces idées-là, elles sont reprises par une équipe d'ingénieurs et de scientifiques au MIT à partir de 1938, qui s'inquiètent davantage, eux, du pic pétrolier. Le pétrole a beau monter en puissance, on s'inquiète sans arrêt, en fait, du fait que c'est une ressource épuisable et qu'il va finir par manquer à l'horizon de quelques décennies, à quelques siècles. Les perspectives varient. Et donc ces ingénieurs conçoivent une série de maisons expérimentales dans la banlieue de Boston, à Cambridge, équipées de panneaux à eau, principalement à air parfois, soit en toiture, soit en façade, qui chauffent l'intérieur des logements, qui stockent la chaleur générée à partir de rayonnement solaire dans des cuves d'eau ou de roches situées en toiture ou dans les sous-sols. Et ensuite, cette chaleur est redistribuée, généralement par un système de ventilateur dans les pièces de vie. Alors l'idée fondamentale dans ces maisons solaires, c'est l'autonomie énergétique. Oui, exactement. C'est de produire le maximum d'énergie directement à partir des bâtiments eux-mêmes, de l'enveloppe des bâtiments eux-mêmes, et de dépendre le moins possible d'énergie extérieure et de réseaux beaucoup plus lointains, effectivement. Daniel Linco, toujours dans ce début de 20e siècle, on est en 1910-1920 aux États-Unis, et 50% des logements de Floride sont équipés de chauffe-eau solaires. Oui, c'est effectivement ce que il y avait une vraie industrie solaire. L'industrie solaire existait et elle existe toujours. Aujourd'hui, on appelle solaire thermique, mais dans les projets notamment de développement, l'installation de solaire thermique pour de la température, de la basse température, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que on le verra peut-être tout à l'heure. La conversion de la lumière, de l'énergie de la lumière en chaleur est extraordinairement efficace. On peut avoir des panneaux qui vont convertir à 70% l'énergie venant de la lumière en calories, donc tout de suite utilisable. Le photovoltaïque est différent, mais donc on a tout de suite une énergie utilisable. Et ce qui est très important dans cette période également, c'est l'émergence. Mais là, on est plutôt au tournant après la Seconde Guerre mondiale, où il y a un retour de l'énergie solaire très très fort. Autour notamment de Félix Trombe, je pense qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Il a une histoire extraordinaire et en fait c'est un chercheur qui travaillait dans le domaine de la métallurgie de haute température et qui a été fait prisonnier en 1940, qui a été prisonnier pendant la guerre et qui au retour de la guerre s'est passionné pour l'énergie solaire pour faire des très hautes températures et pour fabriquer de la matière, des composants qu'on ne faisait pas parce que la maîtrise des hautes températures était difficile en métallurgie. Et il a lancé tout un projet avec le CNRS, qui était assez extraordinaire, autour d'abord à Meudon, avec notamment, ils l'ont réutilisé en tant que... Après la guerre, ils ont récupéré un miroir de DCA
qui était extraordinaire parce que le miroir de DCA, il a une source lumineuse qui permet d'éclairer avec des faisceaux très continus les avions ennemis quand ils arrivent. Et en fait, il s'est dit, on va faire le contraire, on va prendre le soleil et on va éclairer à la focale, voir quelle température on peut atteindre à la focale, comme une loupe quelque part. Et il a montré qu'on pouvait aller jusqu'à 2500 degrés, donc et il a développé tout un projet qui était qui a mené à la construction du four solaire à Odeillo, qu'on a appelé d'ailleurs la cathédrale du soleil. Et en fait, ça faisait partie des grands projets d'État où le solaire, à l'époque, était une industrie stratégique demandée ou voulue par Charles de Gaulle au même titre que d'autres industries. Et puis finalement, tout ça, ça a aussi débouché sur un travail entre le CNRS, EDF en particulier, sur le démarrage d'une centrale qui s'appelle Thémis, qui cette fois-ci était destinée à produire de l'électricité. Donc on voit déjà un début de crise énergétique. On a passé le premier choc pétrolier et on est dans la situation où la démarrage de Thémis, c'était pour 2 mégawatts. Et malheureusement, le solaire thermodynamique a connu une très forte envolée après le premier choc pétrolier, non seulement en France, avec Félix Trombe, mais aux États-Unis, et c'est retombé après. Et il y a eu une traversée du désert, comme dans le solaire de façon générale, entre 90 et 2008. Thémis s'est même arrêté à cette période. Paul Boué, vous en tant qu'architecte, vous pouvez aussi nous parler de ce créateur de cette cathédrale du soleil, qui est donc ce pionnier de l'énergie soleil, Félix Trombe. Oui, effectivement, il faut insister sur l'importance d'un acteur comme Félix Trombe et parler aussi des lieux du solaire. Trombe commence ses expérimentations au sortir de la guerre sur le site de l'Observatoire de Meudon, donc à l'ouest de Paris, une région les moins ensoleillées de France. Et assez vite, il décide de déménager son laboratoire, le laboratoire de l'énergie solaire qu'il crée au CNRS, tout au sud de la France, dans la Cerdagne, dans la vallée de la Cerdagne. On est dans les Pyrénées-Orientales, où il installe d'abord ses équipes dans la citadelle de Montlouis, une citadelle construite par Vauban, où il construit un four solaire de plus grande puissance, analogue au miroir de défense antiaérienne qui était décrit à l'instant, qui est à ce moment-là le plus grand four solaire du monde, donc plutôt dans une visée scientifique, toujours pour faire fondre des métaux réfractaires. Et il obtient ensuite des crédits, un appui très important. Trombe est l'un des 12 conseillers du général de Gaulle à son retour au pouvoir en 1958. Il le conseille sur la politique scientifique et technique pour montrer l'importance de ce personnage à l'époque et de l'accès qu'il a pour promouvoir l'énergie solaire, effectivement, comme une énergie modernisatrice qui pourrait prendre de l'importance dans la course à l'accès aux ressources et à l'énergie qui se joue au moment de la guerre froide. Pardon, non, je voulais pas vous interrompre. Pardon. Et donc Trombe, dans cette série de construction de fours solaires de puissance de plus en plus grande, Trombe décide d'un nouveau projet qui est situé à Odeillo, donc on est toujours dans les Pyrénées-Orientales, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Montlouis, où Trombe conçoit une sorte ce qui est à la fois un instrument scientifique, un four solaire, et un bâtiment. Décrivons-le rapidement. Il est constitué d'une cinquantaine de miroirs orientables, situés à même la pente du terrain, qui suivent la course du soleil, et qui réfléchissent la lumière de l'astre sur un grand miroir parabolique de près de 45 mètres de haut, 50 mètres de large. Ces concepteurs aiment en comparer l'échelle à celle de l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris, et le bâtiment lui-même est conçu comme une sorte de monument technologique dans cette vallée très peu urbanisée, destiné à incarner aussi par l'architecture la modernisation de la France des années 50 et 60. Four solaire d'Odeillo, qui rencontre un immense succès. Il y a des centaines de reportages dans la presse quotidienne, magazines, françaises, internationales, à la télévision, à la radio. Il passe également dans des œuvres de fiction. C'est une réalisation extrêmement connue et célébrée à l'époque. Paul Boué, ce Félix Trombe, c'est aussi l'énergie solaire passive avec le mur Trombe, si je dis pas de bêtises. Également, alors Trombe est un personnage complexe et difficile à saisir. Il y a à la fois cette recherche sur les hautes températures, cette recherche de pointe, par bien des aspects fondamentaux également, mais aussi Trombe met au point avec son équipe des dispositifs beaucoup plus simples pour produire de la chaleur dans des bâtiments. Et le mur Trombe, qui finit par cette technique de chauffage solaire qui finit par porter son nom, elle est très simple, très basique. Qu'est-ce que c'est justement le mur Trombe ? En quoi ça consiste ? Alors, il s'agit d'un mur en maçonnerie généralement, donc en béton, en briques ou en pierre, qui est
peint d'une couleur sombre sur sa face extérieure. Ce mur est positionné à l'intérieur d'un bâtiment, à quelques centimètres en retrait d'un vitrage isolant. Le rayonnement solaire passe donc en majeure partie à travers le vitrage, frappe ce mur et convertit en chaleur et échauffe l'air qui se trouve dans la lame entre le vitrage et le mur. L'air devient plus chaud, monte et est admis par des fentes dans la pièce qui se trouve à l'arrière, chauffe directement les habitants. Mais une partie de la chaleur est également stockée dans ce mur par le phénomène de l'inertie et reléguée côté intérieur la nuit, ce qui permet d'assurer un cycle complet de chauffage. Alors pour remettre toutes ces innovations dans leur contexte, on est à un moment où on se rend compte que les énergies fossiles, c'est l'épuisement des ressources et qu'il va falloir aussi à un moment penser à d'autres solutions. Daniel Linco. Oui, en fait, très tôt, même après les instances internationales, l'ONU, c'est très fortement impliqué dans l'utilisation de l'énergie solaire, notamment pour les zones désertiques et arides. Il y a eu des programmes de l'ONU dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu tout un mouvement qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale sur un nouvel essor de l'énergie solaire. Il faut savoir que les connaissances avaient beaucoup progressé. On connaissait beaucoup mieux la ressource, on connaissait mieux la capacité de l'utiliser et elle est apparue surtout de façon très très importante avec le choc pétrolier. Mais ça avait commencé avant, c'est-à-dire, et alors ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu une prise de conscience dès les années 70 sur l'énergie solaire. Et pour vous donner un exemple, c'était pas l'énergie solaire, c'était le soleil. Il y a eu une très grande conférence qui est la conférence qui a lancé un peu en particulier le photovoltaïque, a été faite en France, au siège de l'UNESCO, sur un lien entre des associations, des chercheurs, etc. Ça s'est appelé le soleil au service de l'humanité. Et en fait, c'était tous les bénéfices que l'humanité peut tirer du soleil. Non seulement la chanson que vous avez passée tout à l'heure en est un. Le soleil n'est pas que source d'énergie. Il est source de plaisir, il est source de vie, etc. Et en fait, il y avait le soleil sur les aspects santé. Il y a une époque, les solariums existaient. C'était pour traiter la santé. Donc, le soleil n'est pas uniquement lié à l'énergie. Et ce qui a été très important dans cette conférence, c'est qu'elle s'est située en juillet 1973, et en septembre, c'était le premier choc pétrolier. Et dès le premier choc pétrolier, il y a eu énormément de réactions par rapport à l'autonomie énergétique, faisant que finalement, pourquoi n'utiliserions-nous pas l'énergie solaire ? Et l'énergie solaire est redevenue au premier plan de l'actualité, notamment au sein des mouvements écologistes. On pourra aussi reparler au niveau de l'État, le début du commissariat à l'énergie solaire qui a été créé. En tout cas, c'est dans ces années 60-70 que les mouvements de la contre-culture s'intéressent à l'énergie solaire. Exactement. C'est une des grandes périodes de réémergence de l'énergie solaire sous diverses perspectives. Effectivement, les partisans de ce qu'on appelle la contre-culture, d'abord nord-américaine, s'en saisissent. Des publications mythiques comme le World Earth Catalogue, ce catalogue des techniques et des outils disponibles, diffusent les techniques solaires. Dans une perspective aussi de recherche d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir centralisé, à l'État, aux grandes entreprises et d'auto-organisation des individus ou de groupes d'individus. Il y a toutes sortes de guides de techniques solaires qui se mettent à apparaître dans cette lignée, et des architectes, des autoconstructeurs, des bricoleurs se saisissent de ces techniques pour les mettre en œuvre dans leur propre maison et se passer le plus possible des ressources fossiles et des énergies extérieures, notamment dans les régions désertiques des États-Unis. Le soleil, que c'est bon quand il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue sur le sable fin, toute nue. Le soleil, que c'est beau quand il joue
avec les bateaux sur la mer, dans le vent qui change l'eau claire en diamant. Ils pourront revenir, les blancs nuages, moi je vais m'endormir sur cette plage. Le soleil tout là-haut préviendra bien assez tôt et j'aurai tout le temps d'avoir des regrets, mais avant je me laisse emmener dans le sommeil par le chaud de l'été, au grand soleil, le soleil, que c'est bon. Brûler la peau, me brûler la peau. Le soleil, que c'est bon, de Brigitte Bardot à 16h36 sur France Culture. Car nous parlons tout au long de cette heure de la découverte de l'énergie solaire et des inventions qui en découlent avec nos deux invités du jour. Daniel Linco, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur titulaire à la chaire Innovation technologique 2021-2022 au Collège de France, et avec Paul Bouet, architecte et historien, maître de conférences associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Est. Alors nous venons de parler de la genèse de l'énergie solaire thermique. Parlons à présent de l'émergence de l'énergie solaire photovoltaïque. Quelle découverte est à l'origine du photovoltaïque, Daniel Linco? Alors, la découverte, il faut rendre à César ce qui est à César et à la nature ce qui est à la nature. La première découverte de l'énergie solaire photovoltaïque, c'est la nature, avec notamment la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est le petit poussé qui, dans cet océan d'énergie qui va donner du vent, qui va donner des vagues, etc., crée la matière. Toute la vie, en fait, est issue de la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est tout simplement d'utiliser la lumière du soleil, l'énergie des photons, pour réagir avec le gaz carbonique, le CO2, et donner finalement des sucres, etc., toute la matière végétale, et donner aussi de l'oxygène. Et c'est dû à une découverte de la nature avec les cyanobactéries, il y a pratiquement 2,5 milliards d'années. Et en fait, ce qui est à la base de tout ça, c'est la petite molécule de chlorophylle. Parce que la chlorophylle, c'est une molécule organique qui a la propriété d'absorber de façon très particulière, de façon photovoltaïque, les photons. Et grâce à la chlorophylle, finalement, la nature a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le photovoltaïque organique ou le photovoltaïque moléculaire. Et il a fallu attendre ensuite 1839. Antoine Becquerel. Non, pas Antoine. Edmond. Edmond. Oui, il y en a deux. Antoine. Il y en a 4 des Becquerel. Les Becquerel, c'est ces grandes lignées. Si vous allez au Jardin des Plantes, vous allez vers une affiche Allée des Becquerel. Il y a Antoine, le père, qui a fondé qui est en 1800, en fait, qui a fondé qui était le premier à être intervenu. Il a créé le labo de physique du Muséum national d'histoire naturelle. Et ensuite, il y a son fils Edmond. Ensuite, le fils d'Edmond, c'est Henri, qui est très célèbre, parce qu'il a découvert la radioactivité artificielle. Et puis, il y a aussi Jean Becquerel, qui a aussi travaillé sur les basses températures, etc. Donc, on a une lignée de gens qui ont tous été pratiquement à l'école polytechnique, qui ont été académiciens des sciences, etc. Et la découverte, on la doit au jeune Edmond,
à 19 ans. Comme quoi, on peut découvrir. Et il est travaillé à l'époque, c'est l'époque où on venait juste de découvrir l'électricité. Et la découverte de l'électricité avec Volta, les fameuses piles Volta en 1800, ça a été une véritable révolution pour l'humanité. Ça nous a fait rentrer dans un champ complètement nouveau. En particulier, ça a permis de créer du travail avec les premières piles galvaniques. Et l'électricité, ça a été un champ qui passionnait Antoine, le papa. Et Antoine, il était passionné par la minéralogie, passionné par l'électricité, l'électrochimie, et passionné par la lumière, la luminescence. Il allait même voir des plages en Italie où il y avait ce qu'on appelle la bioluminescence, c'est-à-dire que quand vous vous baignez la nuit, vous voyez un halo bleu de création de lumière. Et donc, en fait, son fils a décidé à 18 ans de rentrer comme préparateur, assistant, pour travailler dans le laboratoire de son père. Et son sujet entre guillemets, on dirait aujourd'hui son sujet de recherche propre, c'était est-ce qu'il serait possible de mesurer la puissance de la lumière avec un courant électrique ? Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas comparer l'éclairement de la Lune à l'éclairement du Soleil. Il fallait fermer l'œil, il n'y avait pas de moyens directs. On le faisait avec des thermomètres et des choses de genre. Mais le rêve, donc sans doute du père et du fils, c'est d'avoir cette méthode de détermination. Et c'est là qu'il a commencé à utiliser de l'éclairement solaire pour éclairer des piles de Volta. Donc des lamelles qui étaient dans des électrolytes, etc. Et en 1839, en juillet 1839, il a réalisé la première publication qui montrait qu'il y avait, grâce au galvanomètre d'Ampère, d'André-Marie Ampère, il a pu mesurer des courants créés par la lumière, et c'est la découverte. C'est à lui que l'on doit la découverte de l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire on transforme directement l'énergie portée par les photons en courant électrique et surtout en puissance. Il faut de la tension aussi. Et c'est là la vraie découverte. Ah, mais alors pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce qu'on peut un peu expliquer comment, de façon simplifiée, comment l'énergie photovoltaïque, comment ça fonctionne un panneau photovoltaïque, Paul Bouet, ou Daniel Linco pour cette Daniel Linco, je vous vois vous passer la parole l'un et l'autre. Voilà. En fait, ce qui a été montré, et Edmond Becquerel l'a vu aussi, c'est que à l'époque, au départ, on considérait qu'on avait du mal à voir ce qu'était la lumière. On avait vu qu'il y avait de la lumière qu'on appelait la lumière visible, ça tout le monde, il y a eu l'optique, etc. Et puis il y a eu la découverte de la lumière infrarouge qui a été faite, et ensuite on avait ce qu'on appelle la lumière calorique. C'était une lumière chimique, c'est-à-dire de la lumière capable de changer la couleur, par exemple, d'un sel ou d'un minéral, etc. Et cette lumière, en fait, elle porte de l'énergie sous forme de photons, et ça a été quelque chose en 1905 qui a été l'hypothèse et la confirmation a été faite par Einstein en 1905. Et ces photons, quand ils rentrent dans la matière, ce que vous disiez, c'est que la matière est constituée de noyaux, qui sont les atomes, et autour, il y a une sorte de cortège d'électrons, un peu comme des planètes autour du Soleil. Et en fait, quand un photon arrive, il a l'énergie suffisante pour faire en sorte qu'un électron soit éjecté de sa trajectoire. Il est éjecté de sa trajectoire et il en prend une autre en captant l'énergie du photon. Et quand il est sur cette trajectoire qu'on appelle excitée, en fait, il est à un potentiel électrique qui est un potentiel électrique plus bas. Et donc, en fait, quand il va vouloir revenir à l'équilibre, cet électron, il va vouloir revenir à sa place, à l'endroit où il y avait son orbite initiale. Néanmoins, pour refaire ça, grâce au photovoltaïque, on a été capable de prendre des contacts électriques et le faire sortir dans un circuit extérieur. C'est-à-dire, en fait, on a réussi à prendre... alors c'est la chlorophylle qui a commencé à le faire, mais Becquerel a commencé à le faire, et ensuite on a été capable de faire des systèmes à base de silicium en particulier, qui sont capables de récupérer les électrons au moment où ils sont excités. Et quand ils sont excités, on récupère du volt, donc de la tension, et on récupère du courant, donc la puissance est P égale UI, et on retrouve l'énergie électrique, la fameuse énergie électrique photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque, voilà, donc la transformation de la lumière et non pas de la chaleur, la transformation de la lumière du soleil portée par les photons en énergie électrique. Là, il a fallu quand même attendre les années, à partir de quand on voit les cellules solaires au silicium, justement. Alors, le silicium qui est donc matériau semi-conducteur, qui est donc la propriété indispensable à la production d'énergie.
Alors ça, c'est des années, en fait, le silicium. Alors entre les deux, il y a eu un travail sur le sélénium avec la photoconductivité, etc., qui a été fait. Donc il y a eu des cellules solaires faites à base de sélénium dès les années, à la fin des années 1800. Et il faut attendre, en fait, 1940-41, la maîtrise du silicium, de la métallurgie du silicium, en particulier aux États-Unis à la Bell Telephone, pour que quelqu'un qui s'appelle Russell Hall découvre qu'en fait, il était possible d'extraire du photocourant à partir de lingots de silicium cristallisés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu les chercheurs de la Bell Telephone se sont lancés dans cette découverte et dans cette aventure. Et les premières cellules solaires efficaces ont été obtenues en 1954 avec une publication qui faisait état d'un rendement de 6%. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez 1000 watts du soleil qui arrive par mètre carré, la petite cellule sort 6 watts. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Et bien, grâce à ça, ça a permis de développer la conquête spatiale. Parce que dès 1958, les satellites Vanguard, alors que Sputnik n'était pas alimenté avec des panneaux solaires, donc il y avait pas on pouvait pas. Et dès 58, les premiers panneaux solaires apparaissaient sur les satellites américains Vanguard. Oui, donc cet essor de la technologie photovoltaïque, comme vous le dites, c'est lié au boom du spatial, Paul Boué. Effectivement, il faut attendre l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, pour connaître les véritables applications de l'énergie solaire photovoltaïque, pour équiper une série de satellites, toujours dans l'idée que l'énergie solaire est décentralisée, directement accessible et peut fournir, y compris des objets qu'on envoie dans l'espace. Avec 1958, les panneaux photovoltaïques qui alimentent les émetteurs radio du satellite Vanguard 1. Les travaux sur le photovoltaïque sont poursuivis dans les années 60. Les rendements sont améliorés, mais ces dispositifs restent encore très chers pour les applications terrestres. Donc sont utilisés de manière très limitée, seulement pour des lieux très isolés, éloignés des villes et des réseaux électriques, utilisés par la Navy américaine, notamment pour toutes sortes de balises en mer. Mais l'utilisation du photovoltaïque ne décolle que véritablement dans les années 90, après une série de mises au point et d'avancées. Oui, parce qu'au départ, très cher, comme vous le dites, mais aussi des rendements assez faibles. Paul Boué. Tout à fait. Des rendements très 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 faibles. On est toujours en dessous des 5% et même pendant longtemps en dessous des 10%. Donc il y a encore de grands progrès qui sont à faire pour diffuser véritablement ce genre de dispositif. Plein soleil et la ville est toute engourdie France Culture, de sommeil Eureka, au soleil Natacha Triou. de midi. 16h47 sur France Culture, nous parlons de l'invention de l'énergie photovoltaïque avec nos deux invités, Daniel Linco et Paul Boué. Alors au départ, on vient de le dire, le rendement est assez faible, mais le boom de son utilisation, de l'utilisation de cette technologie, c'est surtout à partir des années 90-2000, Paul Boué. Effectivement, donc les rendements augmentent, la compétitivité aussi du photovoltaïque s'améliore, et donc c'est le véritable boom de l'industrie photovoltaïque qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui, qui ne cesse de se développer. On est aussi dans un contexte politique, intellectuel différent, avec la mise en évidence croissante du dérèglement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, largement issues de la combustion des énergies fossiles. C'est la création du GIEC en 1988, même si évidemment le dérèglement climatique était mis en évidence auparavant, dans les décennies, voire les siècles auparavant. Et donc ça conduit à les pouvoirs politiques, les organisations internationales à promouvoir le développement de l'énergie solaire, en particulier photovoltaïque. Oui, parce que cette promotion de l'énergie solaire, elle est basée sur le fait que c'est une énergie, que l'énergie photovoltaïque produit une énergie décarbonée. C'est ça, Daniel Linco ? Oui, bien sûr. En fait, la production de carbone ou de CO2 décarboné vient en fait de la production des cellules.
C'est-à-dire qu'il reste, quand on produit du silicium, on part de sable, on fait une métallurgie sur laquelle on enlève l'oxygène, et jusqu'à présent, en tout cas, elle est faite en faisant du CO2. Donc on peut faire le bilan CO2 produit, mais quand un module fonctionne, il fonctionne sans aucune production de CO2, puisqu'il convertit directement, sans pièces tournantes, sans chaleur. D'ailleurs, au départ, on les appelait les panneaux magiques. Et au départ, quand il y a eu les premiers panneaux qui ont été échangés dans la communauté scientifique, la réaction était souvent « c'est pas possible, c'est magique, il y a un loup quelque part, etc., etc. » Et en fait, c'est vrai que c'est des panneaux magiques puisqu'ils produisent de l'électricité sans produire du CO2. Et en fait, donc le bilan CO2 du photovoltaïque est un très bon bilan. Hein, c'est un bilan autour de entre 20 et 30 grammes de CO2 par équivalent kilowattheure. Les autres sources décarbonées, le nucléaire autour de 6, l'éolien autour de 6-7, à comparer avec le pétrole qui est autour de 800 jusqu'à 1000 pour le charbon. Donc en fait, on est dans le cadre vraiment d'une énergie décarbonée à vocation très large, puisque l'énergie solaire est une énergie considérable à l'échelle de la planète. Alors le loup qui se cache quelque part, donc ce serait le principal impact environnemental, ce serait donc la fabrication de ces panneaux, Paul Boué. Effectivement. Alors il faut croiser les perspectives d'illimitation de l'énergie solaire qu'on croisait tout à l'heure et qu'évoquait à l'instant Daniel Linco, avec une série de limites malgré tout à ce secteur-là. Il faut parler de l'extraction des métaux nécessaires à la fabrication des panneaux photovoltaïques, de l'épuisement de certains matériaux comme le cuivre, dont le coût ne cesse d'augmenter, de la durée de vie aussi de ces panneaux. On est sur l'ordre de quelques décennies, de la maintenance qu'ils nécessitent, parce que les panneaux photovoltaïques nécessitent d'être nettoyés régulièrement, parce que les poussières s'y accumulent, en particulier dans le désert, ce lieu constant de projection des applications solaires. Et il faut aussi mettre en parallèle, le photovoltaïque est un secteur très très important dans ce qu'on appelle la transition énergétique, évidemment, mais l'histoire de l'énergie solaire permet de redécouvrir, de mon point de vue, la pluralité des dispositifs et des possibilités d'utilisation du solaire, non seulement dans sa conversion électrique, mais aussi dans ses potentialités davantage thermiques et autres. Daniel Linco, parmi les limites qu'on évoque de cette technologie, parmi ces autres limites, ce serait donc la nuit et le stockage d'énergie aussi. Oui, je vais revenir quand même un petit peu sur cette question parce que on accuse beaucoup le solaire parfois même d'utiliser des terres rares, d'utiliser que le silicium n'est pas abondant. Enfin, on entend un certain nombre de choses et vous me donnez l'occasion de rétablir un certain nombre de vérités. Nous marchons souvent sur du silicium. C'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Alors, il est sous forme d'oxyde, c'est SiO2, il est sous forme de phosphate, la plupart des minéraux de la croûte terrestre sont constitués de silicium. Donc, on est non seulement avec une énergie limitée et démocratique, elle est partout, mais on est aussi avec un élément de base pour fabriquer les panneaux, qui est un élément extraordinairement abondant, et donc, qui n'est pas limitant en soi. Ce qui peut poser des questions, c'est qu'effectivement, on va aller chercher du silicium ultra pur, donc sous forme de silice ultra pur. Il y a des éléments de métallurgie, etc. Mais ça, c'est le contenant, c'est pas le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment rétablir une vérité qui est aujourd'hui, les panneaux solaires à 97% sont constitués de silicium, d'un petit peu de phosphore et d'un petit peu de bore. Et effectivement, il y a du cuivre. Vous avez raison. Il faut effectivement se pencher sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on commence à remplacer le cuivre. Éventuellement, demain, on le remplacera par du carbone, parce qu'il existe aujourd'hui du graphène. Il existe, et donc en fait, on est sur quelque part dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire, les limitations qu'on voit aujourd'hui ne sont pas des points de blocage. C'est des points qu'il faudra dépasser par nos savoirs, par nos compétences, etc. Et je suis un petit peu écarté. À l'autre point, c'est l'intermittence. Ah oui. Alors on entend aussi très souvent, l'énergie solaire c'est intermittent, on peut rien faire. Que faire quand il fait nuit. Et que faire quand il fait nuit. Et là, les bras m'en tombent. Heureusement que depuis la nuit des temps, l'humanité
a su régler des problèmes de jour-nuit. Parfois, ils réglaient même des problèmes de saison. Des fois, ils n'avaient pas à manger pendant une saison. Et donc, l'humanité a passé sa vie, quelque part, à trouver des solutions à l'intermittence. Et pour moi, l'intermittence, c'est quelque chose qui ne pose pas problème en soi. Et aujourd'hui, on le voit très bien, il faut déplacer les usages, c'est-à-dire, en fait, ne pas nécessairement vouloir avoir de l'électricité quand il fait pas beau, mais utiliser au maximum le solaire, qu'il soit photovoltaïque, qu'il soit thermique, au moment où il est là. Et ça suppose un changement de la psychologie vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie de façon générale. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de stockage. Et sinon, autrement, aujourd'hui, il y a une autre évolution que le photovoltaïque qui est en train de se faire. C'est l'évolution du stockage avec les batteries. En fait, Jean-Marie Tarascon, au Collège de France, a obtenu la médaille d'or du CNRS pour avoir développé les batteries au lithium. Et donc, on voit aujourd'hui c'est du lithium. Bon, ça pose des questions de cycle de vie, etc., de disponibilité. Demain, il y aura des batteries sans doute au sodium. Et dans ce cas-là, on a encore un élément abondant. Et enfin, le troisième pièce du puzzle, c'est l'hydrogène. Aujourd'hui, si vous convertissez l'électricité en hydrogène, vous avez encore quelque chose qui peut répondre aux critères de soutenabilité. Alors pour conclure, en tout cas, la France fait quand même partie des pays les plus ensoleillés d'Europe, et pourtant notre pays ne brille pas dans cette filière avec à peine 2% de notre mix énergétique. Donc si nous souhaitons atteindre les objectifs chiffrés par la loi de transition énergétique de 2015, qui prévoit de passer à 32% la part des énergies renouvelables toutes confondues, il va donc falloir faire un petit effort, Paul Bouet, c'est ça ? Exactement. Il faut certes s'appuyer sur le photovoltaïque. Daniel Linco vient de le dire justement. Il faut aussi redécouvrir, je pense, les perspectives de l'architecture bioclimatique. Cette manière de concevoir les bâtiments, ou plus et davantage maintenant de les réhabiliter en fonction du climat, en concevant les bâtiments avec une certaine adaptation vis-à-vis du climat, en réduisant leurs besoins énergétiques et en faisant, par leur orientation, par la conception de leur enveloppe, par leur positionnement sur le terrain, qu'ils dépendent moins des énergies extérieures. Eh bien, merci Daniel Linco et merci Paul Bouet pour cette histoire brûlante de l'énergie solaire. Et puisque cela fait 1 heure que nous parlons de la chaleur du soleil qui brille et brûle sur la peau, le mot de la fin revient à Sébastien Tellier. Merci à toute l'équipe d'Eureka, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbo, Garance Préma Anlo, à la réalisation Félix Levaché, épaulé par Maria Pasquet, et à la technique aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Neige. Merci à Antoine Vios pour la documentation musicale. Vous pouvez réécouter cette émission à toute heure sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Eureka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. Le soleil brille sur ma